les coups d'État sont aujourd'hui légion parce qu'il y a beaucoup d'attentes non assouvies, beaucoup de défis non relevés pour ces États africains qui normalement après les indépendances devraient déjà répondre à beaucoup de besoins, de nécessités, de situations de la part des populations. Malheureusement aujourd'hui, on a constaté que sur la majorité de ces pays-là, qui sont beaucoup plus des ex-colonies françaises, il y a véritablement des laissés pour compte. Et donc, il est clair que l'élévation de la conscience collective puisse pousser les gens à vouloir s'affranchir. Et il faut également remarquer que sur le plan de développement, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de la diplomatie, les pays africains veulent aujourd'hui rentrer dans une nouvelle ère, vers une autre expérimentation de la démocratie, vers un autre accomplissement des aspirations populaires. Donc je crois quand même que nous sommes arrivés à ce niveau et les coups d'État viennent véritablement répondre à des besoins populaires. La récurrence des coups d'État, effectivement, a des raisons valables pour lesquelles on retrouve justement des racines dans la mauvaise gouvernance. Parce qu'avec la prévarication, regardez par exemple les pays dans lesquels aujourd'hui il y a les coups d'État. Vous allez voir que ce sont des pays du Sahel pour la majorité, mais ce sont des pays qui sont immensément riches. Regardez par exemple l'uranium du Niger. Et pourtant, la majorité de la population nigérienne est toujours dans l'obscurité. Mais c'est contradictoire. Ces genres de paradoxes pousse véritablement, n'est-ce pas, à une prise de conscience collective qui peut aboutir sur des coups d'État. J'estime également que, eh bien, la prévarication, la mauvaise gouvernance et le sous-développement qui est consacré malheureusement par les gouvernants africains sont autant de raisons qui peuvent soutenir la survenance de ces genres de coups d'État que nous voyons aujourd'hui sur le continent africain. Il faut comprendre que la survenance et surtout la récurrence des coups d'État aujourd'hui en réalité tient lieu à un certain nombre de réflexions. En fait, pourquoi nous sommes arrivés à ce genre de situation? Vous savez, la France a trop longtemps régné en quelque sorte sur les États africains, surtout sur leurs richesses et surtout avec les fameux accords coloniaux. Ces fameux accords coloniaux ont toujours embrigadé les États africains dans une position où ces États resteront toujours subjugués sur les desiderata de la France. Mais aujourd'hui, les États sont en train de vouloir prendre leurs responsabilités, de telle sorte qu'ils puissent sortir de leur situation de sous-développement. Regardez comment est-ce que la seule France puisse avoir des relations avec toute l'Afrique et surtout avec des États où des richesses incommensurables qui sont là ne peuvent pas être bénéfiques pour les populations de ces pays. Il y a toujours absolument un problème. Donc, à l'heure actuelle, il est important que chacun puisse comprendre que les coups d'État ne sont pas anodins, mais c'est parce qu'il y a une nouvelle ère d'une aspiration populaire qui veut finir avec le néocolonialisme et redonner ses blasons à l'Afrique comme nous l'avions connu dès les indépendances. Vous savez, les coups d'État ne sont pas que militaires en réalité, parce qu'il y a encore d'autres types de coups d'État, les coups d'État électoralistes et les coups d'État aussi constitutionnels, qui sont également des gangrènes, qui constituent également des lèpres pour notre continent. Donc aujourd'hui, s'il faut aborder la question de la stabilité en Afrique, il faut l'aborder de façon holistique, de façon globale. Les maux qui gangrènent l'Afrique aujourd'hui ne sont pas que les coups d'État. Donc je pense que dans certains pays, les coups d'État là sont plutôt accueillis avec ferveur. Voyez-vous, quand les coups d'État survenaient dans les années 1960, c'était dans la torpeur populaire. Les populations étaient crispées et puis il y avait une certaine peur partout. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de légitimation populaire des coups d'État. Est-ce que cela est une impression qui montre que les populations veulent véritablement autre chose? Je crois que ce sont des réflexions qu'il faut mener, mais je continue quand même de dire que oui, les coups d'État surviennent aujourd'hui pour régler des situations surtout liées à la lutte contre le terrorisme, mais nous devons également faire des efforts très bientôt pour que dans chacun de ces pays-là, on puisse revenir à la normalité constitutionnelle. La CEDEAO doit pouvoir faire des réformes depuis son intérieur parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de crises sur le continent africain, mais la CEDEAO a toujours fait pratiquement deux poids deux mesures. Aujourd'hui, sur le cas du Niger, la CEDEAO prévoit une posture va-t-en-guerre qui veut aller déloger ceux-là qui sont aujourd'hui entre guillemets les putschistes. Mais je crois que la CEDEAO ne peut pas vouloir aujourd'hui créer cette situation de trouble et de chaos dans la sous-région après ce que nous avons vécu avec la Libye.
Nous avons absolument besoin d'avoir des États dans lesquels véritablement la démocratie et puis les normes constitutionnelles sont respectées. Mais la CEDEAO doit pouvoir également prévenir, parce que l'action de la CEDEAO, c'est autant prévenir. Quand nous parlons de la mauvaise gouvernance, la CEDEAO doit aujourd'hui développer des instruments, développer des actions, des interventions qui permettent de pouvoir agir sur le développement des États, des nations, pour que malheureusement nous ne venions pas à ces genres de situations qui portent en torse au cours normal de la constitutionnalité dans les pays. Donc je pense qu'il n'est pas normal qu'à l'heure actuelle, la CEDEAO crée une situation de confusion dans la sous-région. Il est important que les pays membres de la CEDEAO posent ce problème-là le plus clairement possible. Et je crois quand même que nous sommes arrivés à une ère où la CEDEAO doit pouvoir faire son propre bilan pour savoir si les objectifs au moment de la création de cette organisation régionale sont véritablement atteints. Et surtout, sur des questions politiques, la CEDEAO doit pouvoir être une institution crédible, pouvant permettre aux États membres d'être sûrs et d'avoir la confiance pour qu'elle n'ait pas l'impression qu'il y a toujours des clics qui sont là pour pouvoir servir des intérêts d'autres puissances. Quand vous prenez par exemple la Guinée, vous prenez le Burkina, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger, il n'y a que le Tchad juste ensuite, vous avez la bande sahélienne qui est là-bas, qui constitue un vaste territoire. Et donc, je crois que ce sont des joyaux importants qui sont en train de tomber des mains de la France. Lorsque ce programme-là sera réalisé totalement, peut-être que la normalité reviendra. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il faut quand même écouter l'aspiration profonde des peuples. Les peuples veulent reprendre leur souveraineté. Les peuples veulent traiter avec les partenaires d'égal à égal. Aujourd'hui, le Mali fait l'effort de traiter avec ses partenaires, tous confondus, d'égal à égal. Le Burkina Faso a voulu maintenant, par le principe de réciprocité, traiter avec ses partenaires d'égal à égal. Dans la relation internationale, il y a absolument la réciprocité et il faut traiter avec les partenaires d'égal à égal. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique doit pouvoir aller à cette dimension-là, traiter avec tous les partenaires d'égal à égal. C'est cela qui va consacrer la souveraineté nationale dans nos États. 60 ans après, effectivement, la Russie qui semble être une symbolique même des pays libres, parce que la Russie n'a pas eu de colonie. Donc la Russie représente l'icône de l'aspiration populaire contre l'impérialisme. Et donc la Russie aujourd'hui, avec ses alliés africains, montre suffisamment qu'elle va en guerre contre toutes sortes de néocolonialisme pour pouvoir rendre beaucoup plus la souveraineté aux peuples africains. Et je crois quand même que les pays africains ont également compris cette dynamique historique pour pouvoir savoir que la géopolitique mondiale a changé. Nous sommes sortis de la bipolarisation pour rentrer dans le multipolarisme. Avant, il n'y avait que les États-Unis et puis la Russie qui créait une sorte de bipolarisation, d'autant que cela avait créé également la guerre froide en son temps. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un mode multipolaire avec la Russie, les États-Unis, la Chine, la Corée du Nord, le Brésil et puis l'Iran, etc. Donc nous voyons quand même que le monde ne peut plus être unipolaire ni bipolaire. Donc la géopolitique a changé le monde, le visage des cartes a changé. Il est important aujourd'hui que les pays puissent se positionner autrement. Et je crois quand même que c'est cette opportunité que les pays africains sont en train de saisir en voulant sortir des carcans de la France-Afrique pour se positionner définitivement dans un monde plus libre, multipolaire, où le choix des partenaires est facile, où chacun peut alors choisir ses stratégies et puis également son positionnement sur le plan international. Oui, l'idée peut être comme si les pays africains étaient en train de changer de maître. Mais je crois que aujourd'hui, il est important que ces pays africains puissent également avoir toutes choses gardées, comprendre que, eh bien, il faut aller vers ces nouveaux partenaires, je ne les appelle pas pour le moment des maîtres, mais ces nouveaux partenaires, tout en étant décomplexés. À partir de maintenant, il faut toujours conserver sa souveraineté. Mais ce qui est également observable, c'est qu'avec les nouveaux partenaires, ce qui n'a pas donné de résultats, commencez par donner de résultats. Je veux parler par exemple de la guerre contre le terrorisme. Pendant longtemps, plus de 9 ans, la force Barkhane était au Mali et au Niger, et puis dans le Sahel, mais on n'avait pas reçu, on n'avait pas obtenu de résultats quantifiables, de résultats pertinents et éloquents.
Mais il a suffi tout simplement que ces pays-là changent de partenaire pour qu'ils commencent par avoir des résultats. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, les pays africains doivent pouvoir avoir le focus sur leur souveraineté et puis savoir qu'en changeant de partenaire, ils doivent toujours rester eux-mêmes. Les pères indépendantistes l'avaient déjà prophétisé. Kwame Nkrumah l'avait prophétisé, Patrice Emery Lumumba l'avait prophétisé, Thomas Sankara l'avait prophétisé. Un jour viendra l'Afrique écrira son histoire avec des lettres de gloire. Je crois que nous sommes en train d'arriver à ce moment-là où l'Afrique, tant louée, mais toujours appauvrie, plongée dans les ténèbres de la paupérisation, doit sortir la tête pour pouvoir maintenant aller vers les rivages de la liberté et surtout du développement. Je crois que c'est cette ère-là qui est en train de s'ouvrir à l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est en train de reconquérir sa dignité d'antan pour pouvoir se positionner en tant que continent d'espoir, continent d'honneur, de dignité, mais surtout de prospérité et de développement. Je voudrais lancer un appel à toute la jeunesse africaine pour dire que l'heure est arrivée où le continent africain a besoin des fils dignes qui doivent porter le rêve sacré de le repositionner sur l'échiquier international en tant que continent de gloire, continent de dignité, de liberté et de paix. Mais surtout dans les pays où la dictature, où l'action nocive de la France et surtout de certains partenaires qui méprisent les intérêts des populations, ces actions doivent être interrompues. Nous avons besoin d'une Afrique nouvelle, d'une jeunesse engagée qui pourra alors prendre sa destinée en main et pour pouvoir éviter que d'autres frères et sœurs ne choisissent de franchir la Méditerranée pour aller y mourir. Nous devons alors servir nos populations ici, répondre aux besoins de la jeunesse pour permettre que l'Afrique soit pour chacun d'entre nous notre Eldorado. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse nos États africains.